Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre direct, notre direct sur la Négo 101, autre sujet, un troisième direct. Pour être en mesure, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait dans ces directs-là? On veut démocratiser la Négo, on veut échanger, donner le plus d'informations possible. C'est vraiment le but de cette rencontre-là. Vous êtes nombreuses à nous le demander. Oui, certains vont l'écouter en direct. Vous êtes souvent plusieurs dizaines, des fois des centaines à l'écouter en direct, mais aussi à l'écouter un peu plus tard. Et même ça va être important pendant le direct. Allez-y de vos questions, de vos commentaires. Puis si vous l'écoutez demain, après-demain, si vous êtes quelques jours plus tard après ce direct-là, bien allez-y quand même de vos questions parce qu'on a des collègues qui vont être en mesure de les acheminer aux bonnes personnes et de vous répondre, bien sûr, parce que c'est ça le but, c'est d'avoir cet échange-là. Lorsqu'on est en égo à la CSQ, qu'on représente 125 000 membres en égo, dans le Front commun, 420 000, on va être en mesure de donner ces informations-là, puis c'est ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, bien sûr, un petit moment là, pour être en mesure de laisser tout le monde se brancher, mais dans le fond, le but aujourd'hui, c'est de se parler des salaires, de se parler du contexte économique. Dans le fond, c'est de se parler, de se donner de l'argumentaire sur est-ce que le Québec, est-ce que le gouvernement a les moyens pour nous donner des augmentations qui ont du bon sens, d'y aller avec nos revendications, parce qu'avec Noël qui approche, bien, il y aura des parties de famille, il y aura des moments où on sera en mesure d'argumenter, puis là, on va se les donner, les arguments, face à notre beau-frère, notre belle-sœur, notre tante, notre oncle, nos parents, nos amis, pour être en mesure d'échanger. Donc aujourd'hui, je suis avec Pierre-Antoine Harvey, qui est économiste à la Centrale. Merci Salut. Pierre-Antoine d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, on va, dans le fond, parler de 2-3 sujets. Bien sûr, vous le savez, le 28 octobre dernier, on a déposé nos demandes. Hein. Rappelez-vous, là, pour la première année, ce qu'on demande, c'est dans le fond un 100 $ par semaine là, ou 2,86 ou ça c'est ceux qui sont souvent dans les plus basses échelles parce que d'autres, c'est le meilleur des deux ou donc IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Donc, une protection du pouvoir d'achat, plus 2 pour le rattrapage. Deuxième année, IPC, plus 3. Troisième année, IPC, plus 4. Donc, ça, c'est notre demande déposée le 28 octobre dernier. Mais, ce matin, il y a eu un rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui a déposé. Et on a même fait une conférence de presse, d'ailleurs, à mes collègues de la FTQ, de la CSN, de la PTS, avec qui on était en conférence de presse ce matin. Donc ça, je vais vouloir t'entendre me parler du rapport de l'ISPQ. Je vais y revenir. Après ça, on va faire un retour sur toute l'inflation. Je pense que les collègues qui nous regardent veulent avoir plus d'informations sur qu'est-ce que ça signifie dans la poche de nos collègues membres et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour notre négociation. Puis finalement, on va aussi se parler brièvement du 8 décembre prochain où le gouvernement a annoncé qu'il ferait une mise à jour économique, voir aussi ce que ça veut dire. Donc, sans plus tarder, on va y aller immédiatement avec les sujets parce que le but, c'est d'être en mesure de faire ça peut-être en 20-25 minutes ensemble, échanger. Le but, c'est que vous puissiez prendre ces arguments-là après et être en mesure d'en parler. D'ailleurs, les chiffres, les tableaux qui vont venir appuyer les commentaires de notre économiste, de Pierre-Antoine, ils vont être déposés là, sur nos différentes plateformes, notamment Facebook, où ça va être dans la discussion. Donc, on y va avec ce matin. Ce matin, c'était le rapport de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, et qui fait annuellement son rapport sur le salaire des employés du secteur public versus le privé, etc. Tu vas nous en parler. Puis je veux juste situer pourquoi c'est important, ça. Dans le régime de négociation, c'est écrit dans la loi. C'est écrit dans la loi que ça doit nous servir de base. Donc, à chaque année, l'ISQ fait un rapport. Et depuis 1979, dans le régime de négociation du secteur public, c'est écrit que ça sert de base à la négociation. Et bon an, mal an, depuis 20 ans, l'écart est grand, puis malheureusement, l'écart n'est pas favorable aux employés du secteur public. Donc, ça, c'est la mise en contexte. Maintenant, je te passe la parole parce que la question, c'est qu'est-ce que ça nous dit, ce rapport-là? Où en sommes-nous?
Est-ce qu'on est encore des gros durs de la société, Pierre-Antoine? Bien, ça fait longtemps qu'on ne l'est plus en termes salarial. Donc, c'est vraiment important parce que c'est une étude qui est quand même importante. C'est 74 corps d'emploi comparables qu'on va retrouver dans le secteur public, mais qu'on retrouve aussi dans le secteur privé, qu'on retrouve dans les autres publics, donc fédéral, municipal et les sociétés d'État, et même universitaires. Et c'est avec ça, avec ces secteurs-là, qu'on se compare. Premier résultat, là, ce qu'on a appris hier, c'est qu'au 1er avril 2022, là, après la mise en application de nos conventions collectives, on est à moins 11,9 on a un retard de 12 sur le salaire des autres salariés québécois dans les autres secteurs. C'est important, ça, là. Oui. Un écart défavorable aux travailleurs du secteur public de presque 12 Oui, presque 12 Salarial. Salarial. OK. À ça s'ajoute une analyse là, sur l'ensemble des avantages sociaux, donc ce qu'ils vont appeler la rémunération globale. Donc, Ça nous est servi souvent, Oui. ça, parce que le régime de retraite, etc. là. oui, donc on nous dit, ouais, vous avez peut-être des plus bas salaires, mais vous avez un bon régime de retraite, vous avez plus de vacances, vous avez des assurances. Donc, quand on prend tout ça en compte, ce qu'on appelle la rémunération globale, on constate quand même un retard de 3,9 du secteur public québécois par rapport aux autres Donc, salariés. c'est moindre quand on ajoute tous les autres éléments. Et si je ne me trompe pas, l'écart était plus grand l'année dernière, lorsque l'ISQ a fait son rapport. Effectivement, l'année dernière, là, on vous parlait d'un chiffre. En fait, le retard de rémunération globale était de 9,4 l'année passée. Et là, on passe à 3,9. Une grosse explication, une grosse raison de ce saut-là, c'est qu'en fait, jusqu'à l'année passée, l'Institut de la statistique n'avait pas pris en compte les augmentations qu'on avait négociées. On avait signé convention trop tard. Il avait fait les calculs avant. Et cette année, ils ont ajouté 6 donc les 3 dernières augmentations, ils nous les ont ajoutées d'un coup. OK. Mais ça, c'est important ce que tu dis là, parce que là, on va nous le servir. Oui. On va dire qu'on a tellement bien négocié, puis le gouvernement a tellement donné des bonnes conditions de travail la dernière fois que, voilà, on vient de couper même de plus de la moitié de l'écart, alors que ce que tu me dis, c'est pas ça, là. Il y aura un réajustement, parce que c'est comme si on avait pris plusieurs années ajoutées dans une année. Oui, effectivement. Donc, ce que ça signifie, c'est que l'écart ne s'est pas agrandi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais l'écart existe encore parce on est à 4 de retard de rémunération globale et 12 si on regarde juste les salaires. OK. Et ça, c'est quand on se compare à l'ensemble des salariés Ouais, québécois. ça, c'est important, ça. Oui. Si on s'en va vers des secteurs qui sont un peu plus ceux vers qui nos membres vont se tourner quand ils en ont assez ou quand ils ont le choix entre le secteur public et un autre secteur, bien, ceux avec qui on est en concurrence, c'est beaucoup plus le secteur privé syndiqué, donc les grandes entreprises au Québec, ou les autres publics, donc municipales, fédérales ou les sociétés d'État. Et quand on se compare à ces groupes-là, c'est un peu moins favorable comme comparatif. On est vraiment en retard. Donc, avant que tu y ailles avec les chiffres, là, parce qu'on sait que quand les gens font le choix de ne pas être dans le secteur public, ils vont souvent, à cause de leur catégorie d'emploi, aller vers d'autres emplois syndiqués, donc d'autres emplois qui sont dans des secteurs qui sont beaucoup plus favorables que le secteur public québécois. C'est ça, dans le fond. Donc, on voit donc des chiffres qui ont été nommés, mais là, il y a des chiffres importants que tu vas nous dire concernant justement des emplois plus comparables. Puis ça ressemble à quoi? Ouais. Bien, tout d'abord, là, nous, dans la négociation, dans les communications, vous allez voir, on va utiliser le retard de 3,9 pour se comparer à l'ensemble du secteur public, de l'économie québécoise. Ouais. Le gouvernement, lui, quand on va arriver à la table, il va nous regarder et va dire, ouais, mais quand je vous compare au secteur privé, hein, là, vous êtes au-dessus. Parce que si on compare le secteur privé général, qui inclut, là, en fait, c'est toutes les entreprises qui ont plus que 200 employés. Donc, ça pourrait être une entreprise qui a des établissements avec 20 employés, mais 10 bureaux au Québec. Comme du commerce de détail. Exactement, exactement. Donc, c'est des petites entreprises. Lui, il va dire, bien, il n'y en a pas de problème, vous êtes à 3,9 d'avance que le secteur privé. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, les chiffres disent ça. Mais si on prend le secteur privé syndiqué, hein, parce que nos membres sont syndiqués, donc on va se comparer à des syndiqués, là, le retard, on retombe au négatif, on est à moins 9,3
de rémunération globale. Si on regarde le salaire, on est à moins 15 presque. OK, là, on reprend les mêmes chiffres que tu as nommés tantôt Oui. par rapport à tout le monde. Là, on compare avec les emplois syndiqués. Ouais. Et là, ce que tu me dis, c'est salarial, c'est 15. Autour de 14,3. 14,3. Puis- Désolé, monsieur Pas l'économiste, grave, on c'est va pas y aller quasiment. direct. Là. 14,3. Et ça, c'est salaire seulement, puis rémunération globale, donc incluant tous les éléments, régime de retraite, etc. C'est moins 9,3. Et ça, c'est important Oui. parce que quand une adjointe administrative là, qui ne vient pas dans une école ou dans un centre, dans un hôpital, et qui va, par exemple, dans le municipal, qui va ailleurs, ça, c'est dont on n'a pas syndiqué. Là. Il faut comparer Oui. des pommes avec des pommes. Et je t'ai pas encore parlé des autres secteurs publics. Oh, Fait que quand on vas-y. regarde le municipal, si on prend municipal, fédéral, universitaire et société d'État, là, puis on se compare à eux autres, on est à moins 18,6 au niveau salarial. Puis eux, leurs avantages sociaux sont encore meilleurs. Fait que l'écart s'accroît quand on prend la rémunération globale. On est à moins 20,4 Donc, je pense que les chiffres sont parlants. Oui. Là. Mais comme tous les chiffres, ben, le gouvernement prend ceux qui font son affaire. Nous, ce qu'on est en train de faire, justement, puis ça, c'est important, là. Ça veut dire ce qu'on est en train de faire, c'est de se dire les vrais chiffres, là, sur quoi on se base, puis on gratte tout. Puis Ouais. quand on gratte, ben, on voit très bien que un collègue enseignant, prof au cégep, éducatrice, personnel de soutien, professionnel, peu importe le réseau, ben, on voit très bien que la rémunération n'est pas au rendez-vous dans le secteur public. Là. Non, clairement pas. Surtout pas salarial. On a certains avantages sociaux qui se comparent au secteur privé. On ne se compare pas aux autres secteurs publics. Mais même quand on regarde nos avantages sociaux, et la manière que l'ISQ évalue, c'est en termes de coût pour l'employeur. Prenons par exemple notre régime de retraite. Le REGOP est un très bon régime de retraite si on se compare, mais il est tellement bon et bien géré qu'il ne coûte pas cher à notre employeur. Et en fait, le régime de retraite des employés du secteur public coûte moins cher au gouvernement que la moyenne des régimes de retraite du secteur privé dans les entreprises syndiquées. OK. Donc, on a un bon régime, puis il est économique. Donc, pour partir de la négo, là, on va se dire ça. Le rapport de l'ISQ, je dirais pas qu'il est à notre avantage, parce que je considère pas qu'un rapport qui nous indique qu'on est malheureusement à la traîne Oui. dans les salaires, c'est un rapport qui nous avantage. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que nos demandes sont légitimes. Hein, je rappelle les demandes, c'est-à-dire contrer l'inflation, puis un rattrapage là, sur 3 ans de 9 Donc ça, on voit très bien que notre argumentaire pour faire ces demandes-là sont à propos avec les comparaisons que le rapport de l'ISQ nous amène. Oui, tout à fait. Et juste pour dire, le 9 qui s'ajoute à l'inflation, il faut prendre en compte Dans que nos là, demandes, dans nos demandes, c'est ça ce qu'on demande, 9 en plus de l'inflation. Oui, il y a une partie de rattrapage, mais il faut penser que les autres vont avancer aussi, Bien oui. que les autres secteurs négocient en même temps que nous. Donc, même si si on allait chercher inflation plus 9 sur 3 ans, probablement que les autres vont avancer aussi puis qu'on ne les rattrapera pas complètement. Mais notre objectif, c'est de faire un bon bout du chemin dans cette convention-ci et surtout de ne pas augmenter l'écart au niveau salarial. Excellent. Merci beaucoup. Et comme je l'ai mentionné, le rapport est disponible. On a fait une conférence de presse là-dessus. On va mettre les documents sur nos différentes plateformes. Puis là, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions sur les chiffres, Spotlight, etc., je pense qu'on a fait le tour, on l'a bien placé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre demande est légitime. Puis, même si l'écart s'est rétréci, on a expliqué pourquoi ça s'était rétréci. Mais même à ça, quand on se compare, on oublie ça, on met ça de côté, puis on se compare au secteur comparable, bien, on voit très bien qu'on est à la traîne, puis on a un travail à faire pour être en mesure d'améliorer donc nos conditions. Ceci étant dit, on vient de se dire que dans le rapport, c'était correct. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est le contexte économique, l'inflation. On reviendra après ça sur la capacité de l'État de payer dans notre dernier bloc. Mais l'inflation, là, c'est un enjeu parce que notre demande, c'est IPC. Ouais. Donc, on dit même pas, on ne donne pas le chiffre, on dit IPC, après ça, plus 2, plus 3, plus 4, pour faire le rattrapage, combler l'écart, pardon. Mais l'IPC,
elle pourrait ressembler à quoi? Là? Parce que là, on entend des chiffres. Hein? Ouais. D'un mois à l'autre, là, ça augmente, ça diminue. Dis-nous rapidement, qu'est-ce que ça veut dire pour les collègues, les membres dans tous nos réseaux? Ils voient très bien leur panier d'épicerie, l'essence, le loyer, etc. Qu'est-ce qui se passe au Québec avec l'inflation? Puis dans ta fameuse boule de cristal d'économiste. Oui, c'est ça. Une mauvaise puis une bonne nouvelle. Donc, la mauvaise nouvelle, là, c'est que effectivement, chaque mois, Statistique Canada va sortir un chiffre, puis là, c'est ça, 6,7, 6,9. Donc, ça, c'est l'inflation quand on compare. Par exemple, la dernière donnée, c'est le mois d'octobre 2022 par rapport au mois d'octobre 2021. Okay. Puis, donc, ils ont sorti un chiffre? Oui, c'était 6,9 au Québec d'inflation donc sur un an, octobre à octobre. OK. Pour notre revendication, il faut attendre l'inflation moyenne pour toute l'année 2022. Donc, on n'a pas le chiffre précis encore. Les prédictions d'économistes, là, on est pas mal proche du mois de décembre. Là, la prédiction va être encore meilleure. On s'améliore. Est autour, là, je pense qu'on est à 6,7, 6,5 dans ces eaux-là. Une petite parenthèse avant que tu continues, parce que ça m'a été posé par un journaliste en conférence de presse. On prend quel taux d'inflation? Parce que là, le journaliste il me disait, on prend-tu le taux de la banque, le taux du Canada? Quand, là, nous, là, dans notre demande, puis on dit, là, à chaque année, y a-tu plusieurs taux d'inflation? Des fois, on me dit ça. Bien, oui, il y a plusieurs taux d'inflation, mais il y a le taux d'inflation général qu'on peut avoir pour le Québec ou pour le Canada. Donc, je peux te donner le numéro du tableau Statistique Canada, mais globalement, ce qu'on dit, c'est l'inflation générale pour le Québec, moyenne annuelle. OK. Donc pour tout le monde là, qui nous regarde, c'est vraiment sur ça qu'on veut se baser. Puis c'est quelque chose, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, là, ça existe, puis c'est là. Alors, en février 2019, là, Statistique Canada va publier le chiffre officiel qui donne... février 2023, c'est ça que j'ai dit? Qui donne le taux d'inflation pour l'année 2022. Les prédictions, donc, sont autour de 6,4, 6,7 dans ces eaux-là. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est quand on regarde les données mensuelles, c'est que quand on nous annonce du 6,9, bien, c'est encore par rapport à octobre 2021. Mais si on regarde les 6 derniers mois, l'inflation s'est stabilisée. En fait, et même, on était à quasiment zéro d'inflation depuis le mois de juin passé. Parce qu'entre autres, la grosse composante de l'inflation qu'on a connue, c'est le prix de l'énergie, le prix du pétrole, le prix de l'essence. Et ça, on l'a vu, bien, ça a redescendu un petit peu, ça fluctue, mais on n'est plus au prix qu'on avait en début d'année. Donc, le gros de la poussée inflationniste semble être terminé, ce qui fait que l'année prochaine, on va revenir probablement à des taux qui sont beaucoup plus habituels. On ne sera peut-être pas tout de suite à 2, qui est la cible habituelle, mais on va être dans des 3, 4, 5, mais plus au niveau qu'on est actuellement. Là, c'est sûr qu'on peut pas, là, comme tu dis, je fais des blagues avec la boule de cristal parce qu'il peut arriver plein de choses. On a vu guerre en Ukraine, il peut arriver, la pandémie, etc. Mais on peut penser que là, il y a une augmentation, c'est en train de baisser, tu me parles d'un 6,4, mais après ça, les années subséquentes, parce que c'est là-dessus qu'on est en train qu'on va négocier nos conventions collectives, bien, l'an 2, l'an 3, là, si tu veux, 2024, 2025, bien là, on serait davantage, quoi, là, de 3, 4 Bien là, plus on va loin, plus les prédictions sont flexibles. Là. Donc, quand on regarde les grandes banques, leurs prédictions, là, c'est autour de... Ça va... Les plus pessimistes sont à 5 d'autres sont à 3 Donc, c'est dans ces eaux-là pour 2023. Et la plupart, là, tendent à dire qu'on va se rendre vers le 2, 2,5 dès 2024. OK. Puis c'est pour cette raison-là que dans notre demande, puis ça, c'est important qu'on se le dise, dans notre demande, on veut un mécanisme de protection. Donc, on ne sait pas ça va être quoi les chiffres. Et pour se protéger contre ça, ce qu'on demande dans notre demande, dans notre dépôt, finalement, c'est un mécanisme, donc, de dire, bien, nous, notre augmentation à la base, c'est la protection contre l'IPC. D'ailleurs, l'IPC, c'est quoi? C'est l'indice des prix à la consommation. Oui. On dit toujours l'IPC, à un moment donné. On aime ça, les abréviations comme ça. Mais donc, et c'est pour ça qu'il y a un mécanisme. C'est pour qu'à chaque année, on en rajoute pour combler le rattrapage, le 2, le 3, le 4 mais l'IPC, ça nous permet, c'est le mécanisme qui nous permettrait de faire ça. Effectivement. Donc là, si on réussit à négocier ce mécanisme-là, donc
au 1er avril 2023, on connaît les chiffres de l'inflation de 2022 et notre augmentation vient corriger cette inflation-là, plus une augmentation, un enrichissement ou une portion de rattrapage. Donc, et notre objectif, c'est que cette indexation-là devienne automatique. Et dans l'avenir, ce qu'on négocierait, c'est plus la protection du pouvoir d'achat, c'est des... Ça serait acquis. Ça serait Puis après acquis ça, et c'est du rattrapage. ça serait de l'enrichissement, ça serait du rattrapage. C'est un bel objectif. Oui, c'est une belle demande. C'est une belle demande. Ouais. Va falloir se battre pour l'avoir. Et avoir la mobilisation, puis les gens derrière cette demande-là. Puis je pense que les gens, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent être au rendez-vous. Je t'arrête tout de suite, le temps file. 2 questions pour toi sur l'inflation. La première, on va se le faire dire. Ce matin, en conférence de presse, un journaliste nous a questionné là-dessus. Ouais, mais si vous augmentez vos salaires trop élevés, vous allez contribuer à l'inflation. Et là, on va se le faire dire. Donc, il ne faut pas trop augmenter nos salaires. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Oui. Bien, Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai que si les salaires sont trop élevés, ça augmente l'inflon? mais les salaires en tant que tels ne peuvent pas seuls provoquer de l'inflation. Là. C'est important. Parce que, tu sais, quand on regarde les grands chiffres économiques, la rémunération représente 50 des coûts de production OK. dans l'économie. Fait que si j'augmente les salaires de tout le monde de 10 les prix devraient augmenter de 5 Donc, c'est sûr que si tout le monde dans tous les secteurs obtient une indexation automatique, c'est sûr que le retour à 2 d'inflation va être un peu plus long. Donc, c'est une spirale décroissante et non pas une spirale ascendante comme on veut nous le faire croire, qu'on va perdre le contrôle de l'inflation si on ajuste les salaires. L'autre élément de réponse, là, l'inflation actuelle ne s'explique aucunement par l'augmentation de salaire. important, ça, ce que tu dis là. Quand on regarde les chiffres, là, oui, on voit que les gens maintenant négocient des plus gros. Mais c'est en 2022, là, puis l'inflation à date de fin 2021. Là, ils négocient pour contrer les augmentations qu'ils ont eues. C'est la réponse à l'inflation. On réussit, puis on est bien content que les travailleurs puissent protéger leur pouvoir d'achat. Donc, on voit une légère accélération. Mais à part des exceptions, là, des Olimel qui signent à 16 en moyenne, on est plus autour du 5 pour l'année 2022. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça accélère. On ne dépasse pas encore l'inflation. Donc, elle n'est pas expliquée actuellement par ça. Est-ce que ça va ralentir le retour à une inflation plus modeste? Peut-être, mais en même temps, une fois qu'on a protégé notre pouvoir d'achat, là, pour monsieur, madame, tout le monde, l'inflation n'a pas d'impact si notre pouvoir d'achat augmente. Si le retour est un peu plus lent, mais qui est dû parce que les salaires ont augmenté, bien, c'est bien tant mieux, Oui. dans le sens où on vient contrer les effets pervers de l'année précédente, etc., Exactement. sur la poche des contribuables, sur la poche de nos membres qui ont un loyer à payer, une hypothèque, l'épicerie, la voiture, etc. C'est ça. Puis, je tiens à le rappeler, là, on est aussi dans un contexte où on va mettre beaucoup en garde les employés, là, augmenter. Soyez pas trop exigeants sur les augmentations de salaire parce que vous allez prolonger l'inflation, mais il n'y a aucune préoccupation par rapport aux entreprises qui augmentent leurs profits. OK. Hein? Et ça, on l'a vu là, dans les données, la part du profit dans l'économie globale a augmenté. On est à un record, là, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça depuis 20 ans. On est rendu à 17,4 du PIB qui est redistribué en profit, alors que la moyenne est autour de 14 là. Fait que ils sont allés chercher un gros morceau et ça peut expliquer une partie de l'inflation, mais ça, on ne semble pas s'en préoccuper. Non, c'est ça. Les salaires, l'augmentation des salaires devient plus questionnant que l'augmentation des profits. Oui. Dernière question sur l'inflation, parce que le temps file, ça va rapidement. Mais question, là, la base, là. L'inflation, là, puis dis-moi si je me trompe, là, la livre de beurre, elle coûtait 3 et 6 OK? Si elle reste à 6 on va dire, bien, l'inflation, quand elle est passée de 3 à 6, ça, c'était l'augmentation. Puis quand elle reste à 6 bien, l'inflation descend parce que le beurre ne monte plus. Hein? Le livre de beurre ne monte plus. Mais l'idée de dire, je vais te donner un chèque, je vais te donner un forfaitaire une année pour contrer l'inflation, comme les citoyennes et citoyens ont reçu ou vont recevoir un chèque, bien, cet argumentaire-là, il me semble que ça ne marche pas parce que si le beurre reste à 6 l'année suivante, je n'ai pas de chèque, mon salaire n'a pas augmenté, puis ce n'est pas parce que
l'inflation est rendue à 3 que le livre de beurre, elle a baissé. Je me trompe-tu dans ma Vraiment réflexion? Parce que ça vient justifier le fait que il faut que tu augmentes les salaires, il faut qu'ils restent augmentés et non pas simplement dire je t'augmente de 2 puis je te donne un chèque pour contrer ça. Parce que si j'ai pas le chèque l'année suivante, puis l'année suivante, puis l'année suivante, bien finalement, ça va me coûter plus cher la livre de beurre. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment important parce que on peut s'attendre à ce que la CAQ là, y aille avec des... Non seulement ils vont nous parler des chèques qu'ils vont nous envoyer, ils risquent, là, puis on croise les doigts que non, ils risquent d'avoir des forfaitaires. Avec cet argumentaire-là. Dans la proposition salariale. L'idée, c'est que le taux d'inflation, c'est un taux de croissance. Donc, effectivement, tu as raison. Si la livre de beurre là, elle monte de 3 à 6 bien, c'est une inflation de 50 Puis si pour les prochaines années, elle reste à 6 l'inflation va être à 0. L'inflation de la livre de beurre est à 0. Mais moi, si j'ai mon 3 piastres de plus, on me donne un forfaitaire de 3 piastres pour payer ma livre de beurre. Là, ça va bien cette année. Mais l'année prochaine, mon salaire, il ne pourra pas me le permettre. Donc, c'est important. Et c'est un peu le problème avec les chèques qui sont envoyés en ce moment, c'est que c'est une solution qui est temporaire à une augmentation des prix qui, elle, va être permanente. Le seul prix, puis on l'a vu, le seul prix qui va peut-être redescendre, c'est le prix de l'essence. Parce que ça a fluctué avec le prix du pétrole au marché international. Mais je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que le panier d'épicerie redescende. Il va peut-être, on l'espère, se stabiliser. Peut-être descendre un peu, mais jamais le 10 qu'il a Donc, gagné. ça justifie de continuer à améliorer les conditions de travail. OK. Dernier bloc, on a parlé d'inflation. 8 décembre prochain, le gouvernement, le ministre des Finances, va faire une mise à jour économique. D'après toi, là, il va nous annoncer quoi? Est-ce que ça va bien? Ça va pas bien? L'État, bien, d'habitude, quand on s'apprête à négocier, on dit tout le temps que ça va pas bien économiquement, puis que le déficit s'en vient, puis ça va ressembler à quoi, là? Bien, ça va être globalement des bonnes nouvelles, mais en même temps, on voit que le gouvernement il s'est pressé à annoncer, justement, c'était sa promesse électorale, il s'est pressé à annoncer les chèques pour contrer l'inflation, parce qu'il voulait dépenser de l'argent pour quand il va déposer son rapport financier, ça ne soit pas si génial que ça, les surplus qu'ils vont faire. Parce qu'on peut s'attendre, en fait, à ce qu'ils nous annonçaient qu'il allait être dans une situation de déficit. On peut s'attendre à ce qu'ils annoncent là, potentiellement l'équilibre budgétaire ou des surplus qui va cacher derrière un versement au Fonds des générations. Donc, ça va être mieux que ce qui était prévu au budget, mieux que ce qui a été prévu à la mise à jour avant les élections. Juste pour vous dire, là, dans le budget, il prévoyait une croissance des revenus de 4 Ce qu'on constate actuellement, c'est que les revenus autonomes augmentent de 9 à cause de l'inflation, parce que les revenus de l'État sont directement reliés à l'inflation. Donc, en période inflationniste, le gouvernement a besoin de rien faire, puis il voit ses revenus augmenter de manière importante. Donc l'inflation, ça aide le gouvernement dans ses dépenses. Oui. Puis là, après ça, ça devient une décision politique dans ce que tu me dis, là. Parce que là, on vient de regarder le rapport. J'ai dit qu'il nous est favorable dans la mesure où il démontre l'écart, le rapport de l'ISQ. Après ça, tu me parles de l'inflation, puis on a très bien vu comment ça pèse pour nos membres, toute la population et nos membres. Puis là, ce que tu nous dis, c'est que la mise à jour économique va dire que non seulement ça va bien, mais qu'il risque d'avoir équilibre budgétaire. Oui. Donc, ça devient un choix politique après. Effectivement. Donc là, mais c'est clair que le gouvernement va enrober sa mise à jour parce qu'il ne veut pas, à l'aube des négociations puis à l'aube du dépôt, il ne voudra pas envoyer un signal qu'il est lousse là, puis qu'il y a beaucoup d'argent à disposer. Donc, il va probablement annoncer déjà peut-être éventuellement des baisses d'impôts. Il va aussi nous parler là, d'une potentielle récession. Donc, il faut être prudent. Est-ce qu'il va augmenter sa marge? Il y a une marge de prudence qu'il appelle, qui est de l'argent, qu'il budgète au cas où il y a une catastrophe économique, mais qu'il n'utilise jamais. Et donc, il va arranger pour que ça ne soit pas trop positif. Mais globalement, là, on le constate là, depuis qu'on est sorti de la pandémie, les résultats sont toujours meilleurs que ce qui est budgété. Donc. Écoute, puis je pense que ça amène beaucoup de réflexion chez nos collègues. J'ai une collègue qui nous écoute, Nathalie Beaulieu, qui fait son commentaire et qui dit, je
pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Dans le fond, avec les informations qu'on est en train de dire, c'est il y a de l'espace. Parce que, en conclusion, dans le fond, là, ce qu'on peut dire, parce que le temps file, puis on a dit qu'on faisait ça 20-25, là, on est rendu à une trentaine de minutes, puis je veux pas éterniser ça. Mais dans le fond, là, c'est que quand il y a de l'inflation, on trouve une excuse pour donner d'augmentation en disant que ça va augmenter l'inflation. Quand il y a un déficit, bien, on dit qu'il n'y a pas de place parce qu'il y a un déficit, donc capacité de payer n'est pas là. Quand il y a des surplus, l'État dit qu'il faut les redistribuer puis pas juste aux syndiqués parce que ça, c'est trop. Puis quand il y a une récession, on dit qu'il faut se prévenir contre une récession. Donc, c'est clair qu'avec les éléments que tu as là, on peut nous servir tout ça, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a de l'espace, nos demandes sont légitimes, dans le rapport, ça fait du sens, puis en même temps aussi, ça devient un choix politique. C'est un choix politique. Et dernière chose, là, puis on va conclure avec ça, dans la mise à jour, est-ce qu'ils vont annoncer combien ils mettent dans le budget pour la négociation? Ils font ça d'habitude ou pas? Il y a toutes des indications. Dans une colonne que tu vas regarder, là? Ouais, non, et je cherche fort. Des fois, quand la négociation est lancée, il y a toujours un encadré dans le budget qui parle du cadre financier de la négociation. Et là, c'est les grands chiffres. Là. À la dernière ronde, là, il y avait le 6 de masse salariale totale qui allait être consacrée à la négociation. Je pense pas... ça serait osé qu'ils mettent ça dans la mise à jour, qui est potentiellement une semaine ou deux avant le dépôt. Mais ça se pourrait, où il va y avoir des indications, mais ils cachent pas mal ces informations-là. Même dans le rapport préélectoral là, cet été, j'ai fouillé, et il y a une mention qui dit « Nous avons prévu des augmentations en lien avec l'historique en rapport avec l'inflation. » Une réponse pas claire, qui fait qu'on ne sait pas combien ils ont prévu pour nos salaires dans le budget de août dernier, Okay. et on ne le saura pas plus. OK. Bon, OK. Donc, à ce moment-là, il faut attendre. Il y aura un dépôt, Oui. puis ça, les collègues vont le voir, puis on fera au besoin un direct. Il y aura des conférences de presse, c'est sûr qu'on va... Parce qu'il y aura le dépôt patronal, puis là, on va le savoir. Habituellement, c'est avant les fêtes, donc on peut s'attendre mi-décembre. Et juste avant de se quitter, puisque je pense que ça résume bien tout ça, c'est que malgré tout ce que tu as présenté, France Lapierre nous dit « La game est la même à chaque négo. Malheureusement, la CAQ est en début de mandat. Le contexte socio-politique va compter. La différence, peut-être ce qui pourrait nous aider éventuellement, c'est vraiment de se dire, bien, la donnée changeante, c'est avec la pénurie, bien, et avec les 2 années de COVID, de pandémie, on a démontré que les services publics, bien, il manquait de personnel, les conditions, ils étaient incroyablement pas à la hauteur. Les gens l'ont vu, puis ça devient le choix politique que les gens, la population, va vouloir fort probablement faire. C'est la question qu'il faut se poser. Puis moi, je veux terminer avec ça. Te remercier, Pierre-Antoine, mais je veux terminer avec ça aussi, notre direct. C'est, on peut peut-être vivre avec un restaurant qui ferme une journée de plus. On peut peut-être vivre avec notre magasin qui décide de couper ses heures parce qu'il y a un problème de pénurie, de couper son nombre de jours dans les emplois, dans les services autour. Mais est-ce qu'on peut vivre avec une école qui ferme une journée? Est-ce qu'on peut vivre avec un hôpital qui va fermer une journée? La réponse, c'est non. Et ça, c'est ce choix-là politique qu'il va falloir faire dans la prochaine ronde de négo. Puis c'est à ce rendez-vous-là qu'on va vous convier. Bien sûr, on va avoir besoin de tout le monde, mais d'ici là, moi, je vous remercie Pierre-Antoine pour l'échange. Très intéressant. Merci d'avoir été au rendez-vous. On va en refaire d'autres, comme on l'a dit. Le but, c'est d'être en mesure de partager cette information-là. N'hésitez pas à le dire. Si vous avez écouté, puis vos collègues étaient pas là, le direct va être disponible. Invitez vos collègues demain dans une salle du personnel, à la machine à café, dans votre centre, peu importe où est-ce que vous êtes. Bien, invitez-les à regarder ça. Une trentaine de minutes, je pense, pour se donner de l'argumentaire, pour répondre dans nos parties de famille à ce que ça veut dire, nos demandes, puis ce que ça signifie pour les membres. Merci Pierre-Antoine. On se revoit bientôt, parce que la négo, elle fait juste commencer.